Bon, on va commencer alors. Alors on est là pour parler de Patrice Montagu-Williams, que tout le monde connaît bien sûr, mais surtout pour ce livre, African Queens, qui vient de paraître aux éditions Les Chemins du Hasard. Alors rapidement pour présenter Patrice, parce qu'on va parler longuement de lui, mais rapidement par rapport à son œuvre. Patrice a écrit beaucoup de livres et il n'a pas fini. Il y en a encore sous presse. Donc, pour dire rapidement, il a écrit dans plusieurs collections. D'abord dans L'âme des peuples, dans Les pas du géant sur le Brésil, et puis bien plus qu'une promenade sur Nice. Mais ça, on a dit qu'on n'en parlerait pas, donc on n'en parle pas. Il a écrit ensuite la série du commissaire Samarcande, dont c'est ici le 5e opus. C'est de ça qu'on va parler. Mais entre-temps, il a écrit aussi La guerre de l'once et du serpent, qui est une sorte de western qui se déroule à la veille du second conflit mondial dans le nord-est brésilien. Et ce roman a été suivi toujours en 2015 par l'affaire du Luxe Bar. Donc ça n'a rien à voir avec la série du commissaire Samarcande, donc on n'en parle pas non plus. Donc on se concentre sur cette série, alors la série du commissaire Samarcande. C'est un polar, on en parlera tout à l'heure. C'est un polar assez particulier, dans lequel on a des personnages récurrents, pas seulement le commissaire Samarcande, mais d'autres personnages aussi. C'est un roman avec un style très particulier, avec des personnages particuliers, avec une écriture particulière, avec un humour particulier. Bref, c'est un ovni. Alors, parler de ça, c'est un peu particulier. Je vais juste vous le présenter rapidement en tant que 5e opus, sachant que le premier opus s'appelait La Porte de Jade. Alors, La Porte de Jade, c'était un roman qui se situait dans le quartier de la Goutte d'Or, à Paris, dans le 18e. Et vous allez voir que le 18e, c'est un quartier de prédilection pour les aventures du commissaire Samarcande. C'était dans La Porte de Jade, alors des trafiquants chinois, une petite fille morte dont la tombe avait été profanée, une guerre des gangs, et puis Lo, une sublime chinoise, ancienne danseuse de l'opéra de Shanghai. Je vous laisse imaginer la suite. Ensuite, il y avait Opération Petrouchka. Opération Petrouchka, donc les services secrets russes, un candidat au prix Nobel de littérature exilé à Montmartre, et nous revoilà à Montmartre, le fameux candidat qui est éliminé, mais pour citer une phrase de Patrice, les mots ne meurent jamais et menacent d'exploser à tout instant comme des mines antipersonnelles sous les pas des puissants. Je vous laisse imaginer la suite.
Ensuite vient le troisième opus qui s'appelle Sunrise Song. Ici, on est dans la mafia russe, le Bolchoï de Moscou, le milieu du jazz new-yorkais, ensuite le jazz à Paris, et puis Julia Valentine, une sublime américaine chargée de la protection du musicien de jazz à Paris. Et voilà notre commissaire Samarcande. Vient ensuite, dernière sortie pour le Paradis. Alors, place de la Concorde, toujours le quartier de la Goutte d'Or, Pigalle, Barbès. Cette fois, c'est une fillette qui se défenestre et puis il y a une putain boiteuse et d'autres personnages hauts en couleur. Et nous voilà arrivés à African Queens, qui est donc toujours à Paris, dans le 18e, à Barbès. Et cette fois, on a Ayane et Zora qui fuient la Somalie. Et on va retrouver des personnages qu'on connaît déjà quand on a lu les précédents opus, mais qu'on peut découvrir avec grand plaisir, même si on n'a pas lu les autres. Il y a d'abord la Hyène, qui est une Africaine qui met les filles sur le trottoir de Barbès pour le compte de Papa Mungu. Papa Mungu, c'est donc un trafiquant d'êtres humains. Il y a le Scorpion et le Nain, qui sont des cruels hommes de main. Il y a Machawi, qui est un sorcier. Il y a, bien sûr, Manuela, une somptueuse colombienne dont je ne révélerai pas l'identité parce que ça fait partie de la mosaïque des petites énigmes que le commissaire Samarcande doit résoudre. Donc, avant de parler plus en détail de tout ça, maintenant que vous voyez un peu le tableau du personnage et de son œuvre, on va regarder un petit film qui a été fait à Paris par l'éditeur, donc Les Chemins du Hasard, et on va en savoir un peu plus. Le polar, c'est pour moi un regard noir sur les hommes et sur la société. Pour moi, j'écris des... Le polar, c'est pour moi un regard noir sur les hommes et sur la société. Pour moi, j'écris des récits d'aventures urbaines, en fait. Le polar, c'est une extraordinaire palette de couleurs, de genres, historiques, thrillers, policiers, noirs. Moi, personnellement, c'est le suspense psychologique qui m'intéresse. C'est un prétexte pour décrire une partie de la société. J'écris du polar parce que j'aime bien aller fouiller dans l'âme humaine et entortiller le lecteur. L'écriture de polar, comme l'écriture de tous les romans que j'ai pu écrire, me rend joyeux. J'adore l'écriture, j'adore écrire, j'adore les mots, donc c'est un vrai plaisir. Le succès du genre tient à ce que chaque lecteur contient en lui-même le criminel et l'enquêteur. Et il y a un combat entre les deux. Mes lecteurs aiment beaucoup que je les entortille dans les ressorts sombres, noirs de l'âme humaine. Peut-être qu'ils s'y reconnaissent, parce que je crois que tout le monde a un petit côté sombre. Mes personnages, j'aimerais beaucoup les croiser à Montmartre, rue Le Pic, régulièrement. La rue Le Pic, c'est le fleuve de Montmartre, et c'est là où se trouve un peu le quartier général de mes personnages, en l'occurrence le café Le Luxe Bar, qui est en bas presque à la Place Blanche. Je crois que j'aimerais pas croiser mes personnages dans la vraie vie, dans la rue, ou alors de très très loin. Mes sources d'inspiration, c'est essentiellement mon imagination, plus des lectures, sur le Paris ancien, le Paris Pigalle de l'après-guerre et le Barbès qui est le Paris actuel en fait. Je puise les histoires dans la vie réelle, dans les faits divers, et dans mon vécu, et puis dans le vécu des autres. Si je me mettais à table avec un personnage de polar, ce serait avec Bérurier. Parce que c'est un personnage fantasque, un personnage sympa. J'aimerais vraiment, vraiment manger avec lui. Autour d'une table, mes invités seraient Jules Maigret,
Hercule Poirot et Jean-Baptiste Adamsberg. Je crois que je n'inviterai personne. Parce que dans la vie, je n'ai pas envie de rencontrer les personnages de romans. Un repas en compagnie de mes personnages de polar, je dirais Corentin de Balzac, Bertie Gunther de Philippe Kerr, Philippe Marlowe. C'est un peu la table idéale, oui. Pour écrire du polar, il ne faut surtout pas être noir. Pour moi, il faut être joyeux. Vraiment, l'écriture doit être joyeuse. Pour écrire du polar et pour écrire d'une façon générale, il faut être un peu barge. Donc, ça colle tout à fait avec le genre, quoi. Le crime parfait, ce serait d'éliminer ma voisine, qui est l'incarnation de la méchanceté même. Le crime parfait, ça serait de s'introduire au paradis en douce et de flinguer Saint-Pierre pour qu'il puisse ensuite faire rentrer tout le monde, discrètement. Le crime parfait, pour moi, ça serait celui qui ferait condamner un innocent. Je pense que la justice dans la vie réelle, c'est important. Mais dans un roman, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est les vérités et pas la vérité. La vérité, c'est le boulot de Dieu, en fait, tandis que la justice, c'est le boulot des hommes. Donc je pense que les hommes ne peuvent pas faire le boulot de Dieu. Le plus important, c'est la vérité. Je laisse la justice au juge. C'est vrai que l'écriture est un peu une psychanalyse, quand même, quelque sorte. Donc c'est vrai que tout va mieux depuis que je fréquente des psychopathes. Le polar ne me rend pas dingue ou barge, ou... je le suis carrément. Je reprendrai la phrase de Prévert. Beaucoup s'entretuent, mais moi je préfère s'entrevivre. Si vous choisissez de lire mon roman « La splendeur des égarés », vous allez découvrir Helena, un personnage ardent, passionné, et vous ne pourrez plus faire que la suivre et aller jusqu'au bout avec elle. J'espère que tous ces personnages vont vous entraîner avec eux dans cette espèce de rêve éveillé qui est African Queens et que vous passerez un formidable moment en leur compagnie. Je vous invite à lire Le Juge et le Cuisinier parce que c'est un roman gastronomique et criminel, parce qu'on y mange bien, parce qu'on y tue beaucoup et parce qu'il y a aussi beaucoup d'humour. Je vous invite à lire Toutes ces nuits d'absence, car tout le monde a un petit vélo dans la tête, un vélo jaune évidemment, car tous ceux qui pensent que tout est blanc ou tout est noir ont peu de matière grise. Oui. Mais bon, toi aussi, tu... Voilà, donc vous avez vu un petit peu le style. Alors voilà, on va se concentrer sur le polar, le style, les personnages, l'humour. Donc le polar, je vous dis, c'est un peu un ovni parce qu'en fait, c'est un peu un polar inclassable. C'est pas un roman d'énigmes, bien qu'il y ait de l'énigme. C'est pas un roman d'enquête et pourtant on suit une enquête. C'est pas un roman noir. C'est pas un roman à suspense, bien qu'il y ait du suspense. C'est pas un roman d'espionnage du tout. C'est pas un roman policier historique. C'est pas un roman humoristique, quoique. C'est un récit d'aventure urbaine où j'ai lu ailleurs un roman d'aventure contemporain. Alors qu'est-ce que c'est en fait ça ? Ah, c'est bon.
Oui, d'abord, pourquoi le 18e? En fait, j'ai commencé à penser à cette série quand j'étais au Brésil. Je vivais à Rio au début des années 2000 et j'avais la nostalgie de Paris et notamment de Montmartre où on vivait avec ma femme avant de partir. Et j'ai trouvé que dans le 18e, il y avait trois ambiances très différentes. Il y a Montmartre, qui est les peintres qui ont inventé un peu la peinture du XXe siècle. Il y avait Pigalle, qui est le gang des tractions avant, les 180 bordels, enfin, etc. Pigalle. Et Barbès, qui est un peu le nouveau Paris, les mélanges des races, etc., etc. Donc sur une toute petite surface, on pouvait faire naître un espèce de monde, passer de l'un à l'autre. Donc c'était un peu pour tuer ma nostalgie que j'ai choisi ça, quoi, hein. Alors après, j'ai eu l'idée de prendre un commissaire auquel j'ai donné un nom qui n'était pas évidemment complètement gratuit. Boris, c'est un peu en hommage à Boris Vian, puisque Vian vivait à Pigalle, avec Prévert et autres. Samarcande, parce que c'est une ville qui est un peu sur la route de la soie, qui est un peu, on ne sait pas trop où ça se trouve, bon, c'est en Ouzbékistan, mais c'est un peu un nom rêvé. Et alors en fait, Boris, ça vient d'un terme slave qui est Borislav, et ça veut dire un combattant pour la gloire, en fait. Et ce qui est un peu le cas pour un flic, parce que mon flic n'arrête jamais personne. Donc il n'est pas très persuadé, d'ailleurs il ne fait pas trop la différence entre le bien et le mal. Et donc l'origine du nom, c'est ça. Et après j'ai commencé à imaginer au fur et à mesure un certain nombre de personnages, notamment le bossu, qui est une espèce de truand nietzschéen qui est assez nyctalope, il ne sort que la nuit, qui est un petit peu particulier. Je lui ai collé une fée avec lui, sauf qu'elle deal, parce que on est à Pigalle on deal, hein, et elle se balade en roller. Ce que je pense aussi d'ailleurs à ce propos que je voulais dire, c'est que je trouve qu'il y a une parenté très forte entre le roman policier et les contes de fées. Quand vous allez lire ça, vous dire il est complètement marge ce mec, parce que c'est violent, c'est ceci et c'est cela. Mais je trouve pas que beaucoup de romans policiers ne sont pas très réalistes, en fait. Ils ont l'air de l'être, mais ils ne le sont pas vraiment. Donc il y a un côté un peu conte de fées, un peu irréel. Les personnages, en fait, existent, enfin, ce sont un petit peu des personnages de cirque, quoi. Hein. Oui, moi j'ai trouvé une définition dans un roman de Leonardo Padura, qui est un auteur cubain. Excellent. Et qui m'a fait vraiment penser à ce roman. Donc je vais te la lire et tu peux me dire ce que tu en penses. Donc quand un auteur projette d'écrire un roman policier, il peut envisager différentes variables ou voies artistiques, emprunter celles qu'il préfère et surtout choisir celles qui correspondent à ses capacités et ses objectifs. On peut tout à fait, par exemple, écrire un roman policier pour raconter seulement comment on découvre la mystérieuse identité de l'auteur d'un meurtre, mais l'écrivain peut aussi se proposer d'explorer en profondeur les circonstances, contexte, société, époque, dans lesquelles cet individu a commis son crime. Parmi les différentes possibilités, il peut décider de recourir à un langage, une structure et des personnages purement fictionnels, fonctionnels. Cependant, il ne doit pas négliger le souci du style, en veillant à ce que la structure de la narration ne se réduise pas à un dossier ou à un simple rapport de police comportant la solution de l'énigme et en cherchant à créer des personnages dotés d'une psychologie et d'une densité spécifique, des figures inscrites dans une réalité sociale et historique. Bref, il est tout aussi concevable d'écrire un roman policier pour distraire, faire plaisir, jouer avec l'énigme que, si on en a la capacité et la volonté, pour s'intéresser, approfondir, révéler, prendre au sérieux la société et la littérature, y compris en oubliant de résoudre l'énigme. Oui, moi je suis assez d'accord avec ça. En fait, il y a eu toute une époque autour d'un écrivain qui avait changé beaucoup le roman policier français, qui s'appelait Jean-Patrick Manchette. C'était ce qu'on appelait le néo-polar. C'était un ancien militant de mai 68. Donc il a voulu dénoncer la société française avec ses copains Didier Deninx, Jardy et autres. Moi, c'est pas trop mon style, ça, mais néanmoins, un contexte politique, social
dans ce livre, un petit peu, c'est toujours c'est le problème des réfugiés, en fait, essentiellement. Hein. Et, pas seulement. Hein, pas non, seulement. Pas seulement. Mais donc, moi, j'en ferai pas un sujet de bouquins comme Dominique Manotti, etc. Il y a des gens en France qui font ça, qui le font très bien. Mais moi, c'est juste un décor, en fait, je dirais. C'est un décor. Mais comment tu choisis, en fait, tes décors? Comment je Qu'est-ce qui t'inspire, en fait? Parce qu'on est passé d'un roman à l'autre, on est passé de la mafia russe au Bolchoï, oui, au jazz américain. Oui, parce que j'aime le jazz, donc j'avais imaginé un jazzman qui était un petit peu le successeur de John Coltrane, qui venait pour ses derniers mois de vie, quoi, j'allais dire, à Paris, qui était enlevé pour des raisons économiques de sa société de production. Et puis Paris a longtemps été la capitale du jazz, hein, je veux dire, notamment après la guerre. Miles Davis a vécu à Paris, etc. Donc, je prends un thème qui... Bon, il y a tout un quartier chinois à Paris, par exemple, qui est plutôt dans le 13e. Hein. Oui. Mais bon, ça m'intéressait d'aborder ça. Là, c'est les réfugiés et le problème des mamas africains, qui sont les mères maquerelles, en fait. Oui, pas seulement, il y a aussi les réfugiés, le trafic d'organes, les albinos, la prostitution, la France-Afrique, beaucoup de thèmes sérieux, graves, qui sont traités avec beaucoup d'humour. Enfin, Barbès, la vie est assez compliquée, je veux dire, en ce moment. Il faut bien voir que le commissaire de police du 18e me disait qu'il a 500 hommes sous ses troupes, mais ils sont sur le pont constamment, quoi, en fait. Hein. Notamment à Barbès. Oui, certainement. Et le commissaire Samarcande, alors est-ce qu'il est inspiré d'un personnage non, pas du tout. D'ailleurs, je ne l'ai pas défini trop physiquement. Je dis qu'il a 50 ans, bien tassé. Il a une date de naissance Alors, il est né le 23 avril, qui est la date de naissance de Shakespeare, pour ne pas naître le 24, qui est celle de Lénine. Donc, pour un humaniste, c'était un peu compliqué. Qu'est-ce qu'il a? Il a comme caractéristique qu'il porte des chaussures en crocodile chaque fois qu'il y a un événement important qui se produit. Je dis ça parce que c'est ce qui m'est arrivé à moi, d'ailleurs, que j'avais hérité de mon grand-père, et je les lui ai collées aux pieds. Et en fait, dans l'histoire que j'ai inventée, elles auraient appartenu à André Derain, le peintre, qui a vécu... Parce qu'il habite Cité-Tourlac, qui est un endroit assez merveilleux, où ont vécu Renoir, Bonnard, Villette, le type qui a dessiné le Moulin Rouge, Toulouse-Lautrec, etc. Quoi. Donc c'est un endroit où on a récupéré tous les pavillons de l'exposition universelle de 1889 et qu'on a mis là. C'est un endroit qui est fermé, mais qui est absolument magnifique, quoi. Et les autres personnages, alors on a dit, il y a le commissaire qui est le personnage récurrent, mais il n'est pas le seul. Il y a donc le bossu. Ouais. Il y a aussi le nain. Alors, d'abord, il y a un libraire qui est un islamiste qui a changé de bord pour défendre la langue. Parce qu'en fait, il faut que les personnages se retrouvent un peu toujours dans les mêmes lieux, parce que les gens sont un peu rassurés par ça. Donc, il y a le Luxe Bar, où le commissaire a une table ronde. Qu'on a vu tout à l'heure dans la table des chevaliers. Bon. Oui. Ensuite, il y a le Studio 28, qui est la plus vieille salle de cinéma de Paris, des lustres de Jean Cocteau. Il y a comme ça aussi le mur des je t'aime, qui est un mur qui est derrière la station de métro Abbesse, où il y a 300 je t'aime dans 300 langues différentes. Et donc, il se recueille là, au début d'ailleurs du bouquin. Enfin, bon, ce sont des lieux emblématiques de Montmartre, en fait, et de Paris. Ensuite, il y a aussi la hyène. Alors, la hyène, c'est une mère maquerelle qui essaye de blanchir sa peau, ce qui aura parce qu'elle est black. Mais bon, donc elle devient blanche par plaque, ce qui n'est pas formidable. Oui. Il y a Mungu. Alors Mungu, c'est le trafiquant, somalien qui, en fait, en accord avec des ONG, j'allais dire, se sert de la main d'œuvre importée, quoi. Oui, il y a Mchaoui. Mchaoui, c'est un sorcier. Qui vit dans une cave, qui se livre à des choses dont on ne parlera un peu pas. dégueulasses. Ouais. Et puis Manuela.
Alors Manuela, c'est une Colombienne qui est arrivée à Paris sous un prétexte de journalisme et qu'en fait, qui est la fille de quelqu'un de très connu dont on ne va pas vous parler, Non. mais et dont le commissaire tombe amoureux, enfin, etc. Oui, il est toujours amoureux. Il est toujours amoureux, jamais de la même, c'est bien. Oui, hein. ben oui, bien sûr. Oui, ben. C'est un grand amour. Il est surtout amoureux de son chat, en fait. Son chat Alphonse qui parle, parce que tous les chats parlent. Plus ou moins, Bien sûr, tout le monde le sait, bien sûr. Et qui est d'ailleurs, il s'appelle Alphonse en hommage au chat au conte du chat perché de Marcel Aimé, qui était un type qui vivait à Montmartre. Aussi. Ben ouais. Donc le bouquin a un style très particulier, un style d'écriture en mode zapping, très cinématographique et très visuel, dans lequel on ne recule pas devant l'emploi de l'argot. Non, Hein, non. ça c'est sûr. Des séquences courtes. Ouais, des chapitres courts, ouais. Parce que je crois que l'attention ne se fixe pas très très longtemps de nos temps. On n'est plus au temps de Marcel Proust. Ouais. Et des phrases qui font 10 pages. Des personnages psychopathes, comme tu les aimes. Ouais. Des prétextes pour aborder des sujets graves, on l'a dit, ou d'actualité. Alors je vais vous lire quelques petits passages pour que vous puissiez apprécier en même temps et le style En même temps. et les personnages. Alors, un petit passage ici dans lequel on parle des réfugiés et de l'islam, parce que c'est quand même un des thèmes importants de ce roman. Alors, c'est le scorpion qui est entré le premier dans la baraza. Il regarde à droite et à gauche, car il se méfie des réfugiés. Il sait que le malheur, ça peut rendre fou. Ce n'est pas à lui qu'on va l'apprendre. Il a tué son père là-bas, à Chek-Chek, sur l'île de Pemba, car il n'en pouvait plus de se voir comme il était, un putain de nabot de nègre tordu comme une racine de baobab dont la colonne vertébrale part en zigzag comme un éclair dans le ciel de la savane. « C'est toi qui m'as fait naître aussi mal foutu, salaud d'ivrogne, lui a-t-il dit, en lui plongeant un kissou dans la gorge pendant qu'il dormait. L'alcool, tu savais pas que c'était haram ?» Le vieux avait eu la force d'arracher le couteau de la plaie, alors le sang s'était mis à jaillir de la carotide en bouillonnant, comme quand on égorgeait le mouton pour célébrer l'Aïd el-Fitr à la fin du Ramadan. Vachement romantique. Hein. On sent tout le romantisme de l'écriture romantique, ici. hein, Myriam, hein. Ah bah oui. Le problème aussi des albinos et du trafic des albinos. Ça continue. Hein. Ça continue, ouais. Un petit passage. Avec les albinos. Ah oui, ça continue. Oui. Ouais. Ah, c'est très particulier, la condition des albinos en Afrique. Le scorpion et la hyène font leur marché parmi les réfugiés. La hyène appelle ça « remplir son panier ». Le scorpion cherche des hommes qu'il pourra envoyer sur les chantiers. Il ne veut pas de malades, mais des costauds, capables de bosser 12 heures par jour et 6 jours sur 7, dehors, dans le vent, la pluie et le froid. Des gars pas déclarés qui acceptent tout et n'iront jamais voir les flics. Pour ça, il choisit ceux qui n'ont ni femme ni enfant. Sinon, quand on essaye de séparer les familles à tous les coups, c'est le bordel. Au fond du hangar, il aperçoit une petite blague, maigre, à faire peur, qui cache quelque chose sous une couverture. Il s'approche et soulève le plaid. 2 petits albinos, des jumeaux. Pas plus de 3 ou 4 ans. Ça, c'est intéressant. Un vrai cadeau des dieux. « C'est pas mes enfants, dit-elle. J'essaie juste de les nourrir pour qu'ils ne crèvent pas parce qu'ils n'ont pas de parents. »« T'inquiète pas, on va s'occuper d'eux, dit le scorpion. » Et ouais, ça vaut cher un albinos. Ben, ça vaut cher, ouais. Un autre sujet grave, le trafic d'organes. On passe vraiment d'un sujet grave à un autre, c'est très intense. Il dit aussi qu'il est réfugié politique, qu'il est pachtoun et qu'il a dû fuir Karachi car les Mouadjirs, les types qui tiennent la ville, volaient sa peau. Lorsqu'il a été arrêté pour un contrôle d'identité de routine dans le cadre de Vigipirate à Château-Rouge, il trimballait avec lui un sac à dos de marque Quechua. Quand les flics lui ont demandé de l'ouvrir, ils ont vu que c'était en fait une glacière portative. Bizarre, ici et en cette saison, ils se sont dit. Ils lui ont alors demandé ce qu'il transportait là et, comme il a répondu qu'il ne savait pas, ils lui ont fait tout vider et là, miracle, qu'est-ce qu'il découvre ? Un sexe d'homme et diverses autres bricoles.
genre cœur et foie. Tout a été envoyé illico, place Mazas, pour l'identification. Place Mazas, c'est l'institut médico-légal. Voilà. Je savais rien, je le jure, commissaire, dit le pac-pac. Tu vas me faire croire que tu as trouvé ça sous un siège dans le métro, demande Montoya. Alors, qui est Montoya? Montoya, c'est l'adjoint du commissaire, c'est un flic d'origine espagnole. C'est le capitaine Montoya, c'est le bras droit du commissaire, en fait. Okay. C'est Moulet qui m'a mis sur le coup, inspecteur. Il m'a dit que si je voulais me faire pas mal de caillasse, il y avait un truc pour moi. C'est qui Moulet? Alors, c'est qui Moulet? Moulet, c'est un petit mec de Barbès. C'est un Rabza. Rabza, oui. Il traîne du côté du marché de Jean, mais je ne sais pas où il crèche. Il faut s'y mettre. Hein. Ah oui, il faut se mettre au... Ouais. Moi, de la caillasse, j'en ai besoin, commissaire, pour aider ma famille là-bas au Pakistan. J'en garde juste un peu pour la meuf avec laquelle je suis canard. C'est une fille de chez moi. Elle est caissière chez Carouf, boulevard Barbès. Elle est super bonasse. Je suis chécro grave. Quand je la vois, elle me colle le barreau. Ah, voilà. Vachement romantique, toujours, Myriam. Hein. Heureusement, ici, il précise, il faudra que je me mette à ce jargon avant la retraite, se dit Samarcande, sinon, bientôt, j'aurai besoin d'un interprète pour me faire comprendre dans la rue. C'est un peu ça, Barbès, en fait. Donc, tu connais bien Barbès? En fait, Barbès, c'était le quartier chic avant. Hein. Et, sauf que là, bon... c'est là où il y a les plus beaux immeubles, en fait. C'est beaucoup plus beau qu'à Montmartre, qui était dans un quartier ouvrier. Il y a de beaux immeubles, sauf que maintenant, bon, c'est un peu... Hein, ouais. Oui. C'est un peu l'Afrique à Paris, et donc un petit passage... Il y a un marché africain qui est vachement bien, d'ailleurs, qui est le marché de Jean, et où on achète des trucs très très bien. Oui. Donc une petite virée en Afrique. C'est de votre faute à vous, les Toubabs, si l'Afrique est au fond du trou. Vous avez taillé des pays à la machette sans respecter les territoires des tribus. Ça, c'est un peu vrai, ça. Tout ce que vous avez fait, c'est pomper nos richesses avec la complicité des bouffons que vous avez mis en place et que vous tenez par les couilles, ces salauds de Wabenzi qui nous sucent le sang. Wabenzi, ça veut dire qu'il roule en Mercedes, c'est ça? Voilà, c'est quoi un Wabenzi? Un mec qui se balade en Mercedes-Benz. Un Wabenzi. Donc voilà, tout ça, c'est le Barbès dans lequel se passe toute cette histoire. Ouais. Donc tu as choisi Paris, la Goutte d'Or, Barbès. Oui, en fait, Montmartre aussi, hein, et puis même Montmartre Pigalle. aussi, Pigalle. Oui, parce que je trouve sur une toute petite surface, on peut raconter beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup d'arrondissements où il ne se passe pas grand-chose. Je ne vais pas faire un truc dans le 15e, il ne se passe rien. Quoi. Tu vois, tandis que là, il y a tout le passé de Paris et le présent. Quoi, hein. Donc c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et le futur. Et le futur. Hein. Oui. Donc l'humour, vous l'avez senti, le style très particulier, l'humour. Tu as dit tout à l'heure, la vérité, c'est le boulot de Dieu, la justice, c'est le boulot des hommes. Ouais. Oui, absolument. Je pense ça tout à fait. Ouais. Alors on retrouve ça aussi tout le long du bouquin avec de l'humour en forme de brève de comptoir où on a l'impression voilà, qu'on est assis au luxe bar et qu'on va faire un petit peu la causette sur ce qui se passe un peu dans ce monde très particulier. Alors par exemple, j'en avais un que j'aime bien, une brève de comptoir que j'aime bien. Les gestes de l'amour sont universels. C'est le seul langage que comprennent tous les hommes de la Terre, où qu'ils se trouvent. S'ils l'utilisaient plus souvent pour communiquer, il y aurait certainement moins de guerres, d'attentats, de massacres. Mais allez expliquer ça aux politiciens, aux prêtres et aux généraux. C'est tout à fait ça, ouais. Une autre que j'aime bien aussi sur l'islamisme. L'islamiste n'est pas un animal de compagnie, on ne doit pas le caresser dans le sens de la barbe. Ah, c'est ça. Hein. Celle-là, j'avoue que là, je ne pouvais pas passer à côté, c'était pas possible. Une autre aussi très actuelle, parce qu'en fait tout ça, je disais, on disait tout à l'heure, c'est un roman d'aventure contemporain, c'est très dans l'air du temps quand même tout ça aussi. Tu veux dire que je suis très mode? Je me demande. Très people même. Je sais pas, il y a les sacs Quechua, il y a eBay aussi. Ouais. Hein, enfin, la vie, les types
doivent tout à pas moins. Si, enfin, la vie, la leur, ne vaut pas un copec. S'ils collaient leurs photos de petits truands minables sur eBay avec à vendre marqué dessus, il n'y aurait pas grand monde pour faire monter les enchères. Oui, bah oui. Ça aussi. Ouais. Petite brève de comptoir. Qu'est-ce qui t'inspire en fait dans la vie de tous les jours? Moi, j'aime bien les petites histoires comme ça, les petites, les phrases, qui sortent comme ça et qu'on peut mémoriser. Ça me fait... j'aime bien, c'est drôle. Enfin, il faut être un peu drôle, parce que sinon... C'est sûr que pour traiter des sujets pareils, franchement, voilà, moins qu'il y a un peu parce que sinon, d'humour. ça va faire un truc... on va encore parler des réfugiés. Il y a une coiffeuse africaine qui est vachement sympa, Mami Yoko. Mami Yoko, oui. Artiste capillaire de renom. et voilà, Qui a changé de nom, effectivement. Oui, Oui, parce qu'avant, elle était pute dans un bordel à Port-Gentil. oui, et elle est venue parce qu'il y a un rouquin qui l'a fait venir. Et elle s'appelait Bégonia Bonbon. Et en fait, cette Bégonia Bonbon a vraiment existé, et c'est vraiment une pute d'un bordel de Port-Gentil. Que j'ai bien connu, bien entendu. Bien entendu, on s'en doute bien, oui. Alors, beaucoup d'humour, mais aussi des références culturelles, littéraires, Quand même. mais pas seulement, bien C'est sûr. le mec qui a lu, quoi. Ah bah oui, on voit quand même une petite culture derrière. Il n'y a pas que Barbès dans la Non. vie. Alors, une petite référence à Dorian Gray, Ah oui. qui m'a particulièrement touchée. Je vais rentrer, je commence à fatiguer, dit Pablo, un peu plus tard. Tu sais ce qu'a dit Gabo? Il a dit que le secret d'une bonne vieillesse n'était rien d'autre que la conclusion d'un pacte honorable avec la solitude. Gabo, c'est Garcia Marquez. Ne t'inquiète pas, tu feras un beau vieillard, répond Samarcande en se levant. Il sait que, sitôt rentré chez lui, Pablo va attaquer à l'aguardiente, pied au plancher. C'est le seul remède qu'il connaisse contre la peur de la mort qui le gagne chaque jour un peu plus. Ça n'existe pas, les beaux vieillards, amigo. Sauf si l'on arrive à planquer au grenier son portrait ravagé par les ans comme Dorian Gray. Oui, Pablo, c'est le voisin du commissaire. C'est un sculpteur colombien, comme Botero, en fait. Il est né à Medellín, comme Botero, et comme d'autres. Hein? Et une autre citation que j'aimerais bien aussi que tu commentes, parce qu'elle est très particulière. Quand le flic entre, l'émir est en train d'accrocher au mur un tableau sur lequel on peut lire « Maintenant, nous sommes tous des fils de pute ». Juste en dessous est écrit en petits caractères « Kenneth Benbridge, physicien américain responsable du premier tir nucléaire grandeur nature, dit Trinity, le 16 juillet 1945 ». Ah oui, alors ça, j'ai trouvé ça génial. C'est-à-dire, en fait, l'Américain qui a mis au point la première bombe atomique avant, quand les balances sur Hiroshima et Nagasaki, donc c'était à Los Alamos, si j'ai bonne mémoire. La première phrase qu'il a dite après l'explosion de la bombe, c'est « Maintenant, nous sommes tous des fils de pute ». Et j'ai trouvé ça absolument génial, qui a dit cet Américain. C'est lui qui... Et c'est resté, je trouve ça... Tu vois, ce genre de phrase, ça me plaît. Du coup, là, tu l'as collé dans Voilà, les mains de l'émir. Absolument. L'émir qui est un libraire, ancien islamiste, qui s'est reconverti dans la défense de la langue française, ce qui est pas mal. Oui, c'est une bonne reconversion. Voilà. Et il a un vendeur paraplégique qui s'appelle Le Martien, qui est complètement allumé, qui a débarqué de la planète des mal bâtis, comme il dit, des mal foutus. Enfin, voilà, c'est ça un peu l'esprit du bouquin, quoi, en fait. Voilà, tu disais seul le malheur est humain, tandis que le désespoir appartient à Dieu. Oui, ça c'est un Italien qui a dit ça. Buffaluno, j'ai trouvé ça très très bien. Voilà, jeunes gens. Voilà, donc tout ça pour vous dire un peu, pour vous dresser un peu le portrait de l'auteur et de son œuvre, sachant que c'est quand même quelqu'un qui a eu une imagination intarissable, parce que, bien entendu, il y a ces 5 opus, il y a les 2 autres, il y a eu aussi le Luxe Bar et Une once de peur, mais il y a aussi en cours d'écriture Immortel, c'est la suite, c'est le prochain, ouais, absolument. qui se passe toujours à Montmartre, Évidemment. où on retrouve aussi Le Bossu, et où il y aura Flore Miranda, une star brésilienne vieillissante, solitaire et dépressive. En fait, c'est un peu un portrait de Dalida, pour être honnête, qui a aussi vécu et qui est morte à Montmartre. Et il y a surtout un personnage que je vais mettre dans un nouveau personnage, qui s'appelle Monsieur Louis. Monsieur Louis est le gardien du cimetière Montmartre, et il fait sortir et danser les morts la nuit. Donc tous les morts célèbres de ce cimetière, Berlioz, Brialy, les frères Goncourt, Michel Berger, France Gall, Dalida...
Et c'est un normalien qui est devenu fou et qui est devenu gardien de cimetière. Donc, Monsieur Louis, et c'est le confident de Flore Miranda, qui va danser et parler avec les morts. Mais ça, je ne l'ai pas fini encore, le bouquin. D'accord, mais sous presse, il y a aussi Mundukuru. Munduruku. Munduruku. Ah, j'ai marqué Kuru. Munduruku, pardon. Ça, c'est un bouquin qui se passe au Brésil, d'abord à Rio et ensuite en Amazonie. Ça commence dans les favelles de Rio. C'est l'histoire d'un flic de la police militaire de Rio qui assiste à quelque chose d'un peu dur dans les favelles, qui est à moitié indien, ce qu'on appelle un mamelouk, hein, c'est ça? Et donc il décide d'aller retrouver son père en Amazonie, son père qui a disparu, qui est un Munduruku, et pour mettre son savoir-faire au service des Indiens contre la défense des chercheurs d'or, des constructeurs de barrages, etc., etc. Encore des sujets brûlants d'activité, graves. Voilà, et donc ça, c'est en même temps, il y a donc les problèmes de la violence à Rio et les problèmes de déforestation en Amazonie, etc., etc. Donc il y a un missionnaire libanais qui a un perroquet islamiste. Donc ça crée des problèmes entre lui et son perroquet, évidemment, qui crie Allah Akbar tout le temps, etc., en se tournant vers la Mecque. Donc, en se tournant vers la Mecque. Absolument, c'est un perroquet vachement éduqué. Enfin bon, il y a toute une histoire. Et il y a aussi un agent de la CIA qui tourne kazakh. Mais par contre, il n'y a pas Samarcande. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est tout ce qui se passe au Brésil, c'est un autre monde, quoi. Il y a Samarcande, c'est le Paris 18e. Sinon, c'est le Brésil. Une autre histoire, mais des bouquins d'aventure aussi quand même. Et la Grèce alors? La Grèce, je viens de débarquer, je ne parle pas grec, donc j'attends que tu m'apprennes. Ok. Mais on ne pourrait pas imaginer dans le prochain, à Parbès, un anarchiste... Je suis pas Marcaris, moi déjà, tu vois. Hein. Oui. Je sais pas, il faudrait quand même que je me prenne Je suis dans la ville depuis 6 mois, donc tu vois, c'est un peu nouveau quoi pour moi. Hein. Oui. Donc, je suis content d'être à Athènes. J'espère. Hein, voilà. Moi, je voulais finir sur une citation que j'ai lue de toi dans une interview. Et puis après, je laisserai la parole aux personnes si elles ont des questions. Le roman ne montre ni ne démontre. Il ajoute. Il est créateur de réalité. Il exagère. Il élargit. Oui, c'est tout à fait ce que je pense. C'est-à-dire, je suis pas... c'est pas un roman, c'est pas un essai, donc je pense qu'il montre autre chose que la réalité. Je pense tout à fait ça. Oui. Je te dis que ça sera, pour moi, c'est un peu un conte de fées, quoi, d'une certaine façon. C'est un conte de fées un peu spécial. Enfin, oui, mais c'est un conte de fées moderne. Voilà. C'est un conte d'aventure contemporain. Oui, je te dis. Il y a une fée qui deal, alors voilà. Pourquoi pas? Bah ouais. Il faut se mettre au goût du jour. Exact. Voilà, mais je laisse la parole. Des questions. Un peu hors sujet, mais vu que tu as cité Leonardo Padura, premièrement, il sera là la semaine prochaine. C'est vrai? À Athènes. Formidable. Il sera à Athènes la semaine prochaine dans le cadre du festival Léa, et auquel participe la librairie, d'ailleurs. Et deuxièmement, son dernier roman, la dernière aventure du commissaire Mario Conde, que tout le monde connaît ici, illustre tout à fait ce que l'extrait nous a lu tout à l'heure. Il a écrit un bouquin formidable sur l'homme qui a tué Trotsky à coups de piolet. Qui aimait les chiens. Voilà, et j'ai trouvé ce bouquin formidable. Il en a écrit aussi un autre sur Hemingway à La Havane, qui est vachement bien aussi. Voilà. Moi, la série de Mario Conde et son dernier bouquin, La transparence du temps, donc c'est exactement la définition d'Isabelle, c'est que l'énigme policière n'a absolument aucune valeur. D'ailleurs, tout à fait à la fin, on ne se rappelle même pas qui est responsable de... Mais on a 400 pages sur Cuba, sur les Templiers, sur les croisades. Il est vachement bien ce mec, il est très très bon. Hein. Très très bon. Donc c'est un polar sans être vraiment, sans illustrer la définition du polar. C'est très bien. Je vous conseille vraiment de le lire. Hein. Il parle quoi? Anglais? Il parle quoi? Oui. Ah, bon, ça sera... Bon, d'accord. Et c'est où, ça?
ben on va voir ça alors. Ouais, d'accord. Mais c'est vraiment un mec bien. Hein. J'insiste. Hein. Ouais, d'accord. Oui, une question, tu vois? Il l'a pris. En Afrique, ça se passe où cette aventure? C'est en Tanzanie, je crois, au Gabon. Là, ça se passe essentiellement en Somalie, un peu en Tanzanie, et c'est tout. Il y a un petit passage en Libye, mais c'est juste pour que les réfugiés prennent. En fait, les réfugiés partent de Somalie, traversent l'Éthiopie, se retrouvent en Libye, mais c'est un prétexte, si tu veux. Après, ils prennent le bateau, ils font naufrage au large de la Sicile, et il y a deux sœurs, parce qu'on voulait les marier de force, etc. Enfin, un truc classique en Somalie. Et il y en a une qui disparaît, mais je ne vous dis pas la suite, parce que voilà. Hein. Donc, l'Afrique de l'Est. Ouais. Hein. Alors, le titre est African Queens. Alors, oui, mais alors, ce que je veux dire, c'est que j'ai pris ça un peu comme un hommage au film de John Huston, en fait, African Queen, hein, le film avec Humphrey Bogart et Katharine Hepburn, qui est l'histoire d'un bateau. Voilà, c'est ça. Hein. Donc, c'est... Bon, et en fait, ce sont deux reines africaines, ces deux nanas, en fait. Hein. Ouais. Oui, mais ce sont vraiment deux reines africaines, pour moi, ces deux nanas. Hein. Voilà, ce sont deux sœurs et... Voilà, ce sont deux sœurs, elles sont très belles, et pour moi, ce sont des reines, ces nanas, parce qu'elles n'ont pas sombré, en fait. Hein. Voilà, absolument. Donc, elles auraient pu sombrer dans la prostitution, la drogue, non, pas du tout. Donc, et puis, c'est vrai, c'est un hommage aussi au film de Huston, quoi. Non, c'est pas un détail, ça prend tout son sens à la fin et ça donne quelque chose de plus au roman, justement, par rapport au début. Non, plus aucun commentaire, plus question, non? Voilà, écoutez, peut-être qu'on refait la même chose dans quelques temps quand vous l'aurez tous lu et que vous aurez tous des yeux exorbités, des tas de questions, des tas de commentaires. Oui, parce qu'Odile a trouvé ça un peu violent par moment, hein, Odile. Ah, mais l'humour sert vraiment à aborder des thèmes graves, hein, c'est ça l'humour, hein, un clown c'est ça. Oui, exactement, oui, ça fait une grave imagination. Mais c'est violent, mais on ne lâche pas le livre. C'est un ovni, hein. On rentre dans cet univers et puis les personnages sont tellement profonds, il y a tellement de background justement pour chaque personnage et chaque situation qu'on rentre vraiment, c'est ça qui fait que c'est un conte. On rentre à l'intérieur, on plonge à l'intérieur et on sent qu'on est happé dans un univers qui a plus de 3 dimensions, quoi. On se demande même s'il n'existe pas vraiment, ce Samarcande. À un moment donné, on a presque envie d'aller lui parler, de l'aider. C'est sympa en fait de vivre avec ces personnages comme ça, récurrents. Parce que quand on commence à écrire, bon, c'était pas tout à fait bonne idée au début nécessairement, mais finalement, j'aime les retrouver, quoi. Quand j'ai écrit un petit bouquin sur le Brésil ou le bouquin que j'ai écrit sur Nice, après je suis content de retrouver Samarcande. Son chat qui parle, etc. Quoi. Oui, puis à la limite, ce sont des personnages qui sont tellement caricaturaux qu'ils en deviennent réels à la limite. Ouais. On a envie qu'ils soient vrais. Une question, Patrick. Oui. Quand on lit votre CV... Oui. Non, ça porte, j'ai la voix qui porte. Quand on lit votre CV, on vous imagine plutôt dans le 16e, éventuellement. Comment on s'approprie ce langage? Comment on se met à la place? Et comment surtout... Ce corpus de mots qui n'est pas les vôtres. Non, tout à fait. Non, alors, bon, d'abord, j'ai vécu dans le 18e. Donc, donc, on rencontre quand même des gens. Moi, j'allais au marché africain, qui est le marché de Jean. Donc, c'est un Château Rouge, qui est un endroit qu'on connaît, qui était juste à côté. Enfin, je veux dire, bon. Alors, après, en ce qui concerne le langage, effectivement, c'est pas le mien. Ça, c'est des recherches sur Internet, hein, en fait. Pour être honnête, c'est vrai. Alors moi, j'ai un lexique de l'argot. Il y a plusieurs argots. Il y a l'argot Nouchi, qui est l'argot de Côte d'Ivoire, il y a etc., etc. Après, il faut un peu travailler dessus. Mais voilà. Donc,
Ça, c'est sûr que je... Hein. En même temps, tu le manies tellement bien qu'on imagine que peut-être tu as fini par l'adopter. Oui, oui, non, bien sûr, mais bien sûr. Oui. Mais quand on est dans le 18e, on est obligé un peu d'utiliser cet argot, enfin, quand on est goutte d'or, quoi, je veux dire. En tout cas, Samarcande, il faut qu'il s'y mette. Hein, oui, il faut parce que sinon, c'est pas possible. C'est un 18e spécial. Ça dépend. C'est pas une question, mais ça va, ça ira. Ce n'est pas une question, mais je crois que le challenge prochain pour toi, c'est la Grèce, justement. Mais Vassili... Et tu vas, nous on va t'aider de toute façon pour connaître les rebético, comme on a dit. Mais ça, déjà, grâce à toi, on y est allé déjà une fois. Mais il faut du temps. Hein. Il faut du temps. C'est difficile. Non, oui, d'accord. Oui, mais moi, je voudrais pas connaître la Grèce de Platon, c'est la Grèce d'aujourd'hui. Hein. Oui. Fuck off Platon, d'accord, ok, il a dit. C'est ce que j'ai proposé. On peut l'amener à Exarchia pour voir un peu les anarchistes. L'amener à Exarchia. Alors, ben voilà. Voilà, absolument. Bon. Voilà, donc là, on peut commencer à nourrir l'imagination pour le suivant. Eh ben, merci beaucoup. Merci d'être venu en tout cas. Merci d'être venu.